Alors bonjour à toutes et à tous. Bonjour Freddy. Bonsoir José. Alors dans cette porte ouverte qui t'est évidemment dédiée, nous allons en apprendre un peu plus sur une partie de tes travaux. Et donc dans ce premier exposé, tu vas nous parler, je crois, de pyramides. Et donc nous allons aller évidemment en Égypte. Et pour ce faire, et pour, je dirais, avoir une présentation pour les gens qui ne te connaissent pas, Freddy, est-ce que tu peux nous dire ici un petit peu ton parcours? Est-ce qui t'a poussé d'ailleurs à devenir chercheur de vérité en archéologie interdite ou bien as-tu un autre superlatif à nous proposer finalement? Oh, des superlatifs, il y en a plein. En fait, je me considère surtout comme un simple internaute, mais qui a mis le nez dans ce qu'on appelle, entre guillemets, l'archéologie interdite depuis maintenant 4-5 ans environ. Euh, et puis, donc voilà, quoi, ça avance tout doucement. Il y a moult théories à suivre qui vont un peu dans tous les sens. Il y en a à prendre, il y en a à rejeter. Mais c'est vrai que le domaine des pyramides d'Égypte reste quand même un domaine très vaste et en fin de compte pour lesquels on n'a pas de vérité absolue. Donc tous les doutes sont permis. Évidemment, et c'est ce que nous allons voir plus loin, Freddy. Donc tu fais partie d'un groupe sur Facebook, je crois savoir, tu m'en as brièvement parlé. Et donc, j'allais dire, cette passion pour l'Égypte ancienne et tout ce qui s'y accompagne d'ailleurs, vient de là, c'est ça, hein, par souci de partage, par souci de… C'est ça, hein, Freddy? Ouais, c'est ça en fait. Bah, disons que tout a commencé, je pense comme beaucoup de monde d'ailleurs, qui se disent entre guillemets chercheurs de vérité, parce que c'est un superlatif parmi tant d'autres. Je pense que enfin pour moi, ça a commencé après avoir vu pour la première fois le film La Révélation des pyramides, à l'époque de Patrice Poyart et Jacques Grimaud. Et c'est vrai que ça reste quand même un film documentaire qui dévoile plein de choses, c'est tellement condensé, il y a tellement d'informations dedans qu'il faut vraiment du temps pour le comprendre. Et puis donc petit à petit, voilà, à force de vérification, parce que je fais partie aussi des gens quand même qui ne prennent pas tout pour argent comptant. Je vérifie, je cherche. Et puis de fil en aiguille, j'ai rejoint un premier forum de discussion, un second, pour maintenant ici là, donc il y a à peu près un an, créer un groupe, donc le groupe Secret des civilisations disparues, avec mes collègues Greg O'Neill, Fabien Pardo et Alain Boudot, dans lequel on partage chacun tout ce qu'on trouve en vérifiant. C'est un groupe sympa, on n'est pas nombreux, on est 4000, 5000, je sais plus exactement. Et puis ça avance, ça avance tout doucement. C'est hyper intéressant parce que c'est tous les membres qui vont de leurs commentaires, de leurs publications. C'est ça en fait, ça fait avancer un petit peu le schmilblick. Voilà. Bien sûr, et c'est vrai que c'est évidemment ça crée l'émulation et ce qui permet, je dirais, comme toi ou comme d'autres, je dirais, chercheurs, hein, toujours, de pouvoir permettre de faire quelques découvertes pour le coup. Nous allons voir ça dans très peu de temps, cher ami. Mais c'est vrai que tu m'as dit aussi en off, et moi qui te connais un petit peu pour le coup, tu m'as expliqué aussi que tu étais aussi féru d'astronomie, je crois savoir. Enfin, féru, c'est un grand mot. Disons que oui, ça fait un peu plus d'un an que je me suis lancé dans l'astronomie amateur. Donc, bon, bah, j'ai investi un premier télescope et puis j'ai la chance d'avoir rencontré, donc encore une fois, via Facebook, via Facebook, comment dire, via des forums et des groupes de discussion, des, vraiment des personnes beaucoup plus férues que moi qui habitent pas loin de chez moi. Donc, on se rencontre, on organise des soirées astro, on se retrouve dans le jardin. Avec 3, 4, 5 télescopes et puis donc c'est de l'astrophotographie, c'est de la vidéo, c'est voilà comme ça. Alors c'est marrant parce qu'en même temps ça rejoint aussi justement quelque part ce qu'on appelle l'archéologie interdite parce que bon il y a quand même des auteurs comme Robert Bauval, Graham Hancock qui ont trouvé des corrélations astronomiques entre le plateau de Gizeh, enfin les pyramides, avec la constellation d'Orion par exemple. Et c'est vrai que tant que ça reste du non concret, du texte qu'on voit comme ça reste flou.
Mais quand on peut mettre justement son œil à l'œilleton d'un télescope et puis justement observer tout ça, on se dit ouais quand même ça bouge vite, c'est hyper intéressant et en fait de de notre jardin on est capable d'observer la plupart des planètes du système solaire, le ciel profond, les galaxies, Andromède et j'en passe plein d'autres, avec peu de moyens en quelque sorte et c'est vrai que c'est hyper intéressant aussi. Oui, en fait, j'ai voulu, j'allais dire, te lancer sur ce sujet en même temps pour te dire aussi, je dirais, dans l'Égypte, avec toute l'astronomie, toute cette sagesse qu'avait justement le peuple égyptien de cette époque, cher ami, c'est ça aussi, c'est extrêmement important. La question, elle est là, c'est parce qu'en fait, c'est comment on fait, comment ils ont fait à cette époque-là pour déjà décrypter le ciel tel que nous, on est capable avec nos instruments modernes. Ça c'est une grosse interrogation. Parce que voilà, les lunettes astronomiques, c'est beaucoup plus récent et ils étaient capables de suivre. Voilà, ils avaient déjà tout été écrit depuis longtemps. Et ça remonte même avant l'Égypte, parce que déjà le peuple sumérien, décrivait le système solaire avec 9 planètes, même, il me semble, de Là, mémoire. je suis pas très sûr dans les chiffres, mais oui, finalement, tu as peut-être raison. On va te faire confiance sur eux. Donc, Freddy, on va aller un petit peu plus loin dans cette émission, évidemment, et sans forcément tout de suite divulguer, j'allais dire, ta trouvaille, enfin, une partie de tes travaux, toujours là encore. Donc, on va parler évidemment d'Égypte avec les fameuses pyramides du plateau de Gizeh. On dit Gizeh ou Giza d'abord, Freddy? Tout dépend. Gizeh, Giza, ça dépend de la traduction, mais c'est Gizeh. Voilà. Gizeh, donc Gizeh, donc avec la fameuse pyramide, je dirais, de Khéops, Khéphren et Mykérinos. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va suivre exactement, Freddy? Qu'est-ce qui va suivre disons que moi, la chose qui m'interpelle le plus là-dedans, c'est qu'en fait, ces trois pyramides que l'archéologie conventionnelle, telle qu'on la nomme, euh, les nomme, elle les a attribuées à Khéops, Képhren et Mykérinos, mais en fait, il y a très peu de preuves qui attestent officiellement que ce soit bien eux qui soient à l'initiative de la construction de ces pyramides. Donc, une remise en doute, je dirais, totale par rapport à ça. D'ailleurs, tu vas nous en apporter quelques éléments, évidemment. Et c'est Éléments, vrai oui, que c'est pas forcément des preuves absolues parce que, encore une fois, moi je suis, voilà, c'est ce que, dans ma démarche, je n'affirme rien, mais c'est vrai qu'il y a quand même de quoi se poser de grosses questions. bien sûr. Et donc, alors, je vais aller un petit peu plus loin dans cette réflexion, finalement, Freddy. Donc, qu'est-ce que tu penses de l'ancien, je dirais, de l'ancien Zayawas? C'est comme ça aussi qu'on dit? Oh, Zayawa. Le fameux Zayawas. Donc, je pense que c'est pas. Est-ce que ça viendrait de là tout d'abord, avant d'aller plus loin? Je sais pas, je sais pas si ça vient de lui, mais c'est vrai que Zayawas, donc c'est l'ancien. Alors moi, à un moment donné, je lui ai attribué le pseudo de gourou. Parce que c'était vraiment en fait, c'était alors sa référence, c'était le chef suprême des antiquités. En fait, tout passait par lui systématiquement. Et donc lui, il faisait ses propres fouilles, il avait porte ouverte sur le site. Et pour le peu que c'était une personne qui ne rentrait pas dans le cadre, dans son cadre à lui, systématiquement, il refusait toute démarche. Il a eu d'ailleurs des gros déboires comme ça avec notamment Hermann Koch et Robert Bauval, parce que eux ont des théories tout autres que les siennes, que la sienne, et il a tout le temps fermé la porte à leurs recherches. Heureusement, c'est plus le cas. Zayawas depuis, donc c'était si je dis pas de bêtises, le printemps arabe, c'est 2011. Il a été destitué de son rôle de chef suprême des Antiquités et il a été remplacé par quelqu'un d'autre qui est quand même un peu plus tolérant. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a pu avoir justement la mission Scan Pyramide, où des Français sont allés sur place avec un gros matériel pour scanner, pour voir s'il n'y avait pas des chambres secrètes dans les pyramides. Et si Zayawas aurait été encore là, je ne pense pas que ça aurait pu se faire.
D'accord. Donc, on va attaquer tout de suite, je dirais, le vif du sujet. Freddy, donc avec la plus grande des pyramides de ce plateau, finalement, avec celle de Khéops, c'est ça? Oui, ouais, c'est la plus grande, c'est considéré comme enfin, c'est la plus ancienne du plateau de Gizeh. Donc attribuée par l'archéologie conventionnelle à Khéops, qui aurait été érigée aux alentours de 2550, 2520 avant Jésus-Christ. D'accord. Donc, dans cet exposé, pardon, Freddy, donc toi, avec dans ce que tu as trouvé dans tes travaux, euh, tu penses, et là tu vas essayer de nous en apporter finalement quelques preuves, que cette pyramide n'est pas réellement allouée à ce personnage de l'Égypte antique. C'est ça, Freddy? Oui, bah, après, voilà, quoi, des preuves, c'est encore une fois, c'est un grand mot, mais disons que tout ce qu'on sait de l'Égypte antique, ce ne sont pas nous qui sommes allés sur place à l'époque pour vérifier. Et nos livres d'histoire sont basés sur les récits des Grecs anciens. Voilà, ça c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, bon, bah, quand on a des enfants qui sont en sixième, en cinquième, qui apprennent l'Égypte antique, nos livres d'histoire sont basés en grande partie sur les récits d'Hérodote. Voilà. Donc le problème, c'est que Hérodote, lui, il s'est rendu en Égypte 2000 ans après que les pyramides furent construites. Et donc il s'est renseigné auprès des gens. Donc à l'époque d'Hérodote, on était sur les dernières dynasties égyptiennes, c'est-à-dire qu'il y avait encore des dynasties égyptiennes, il y a encore des pharaons en Égypte. Mais c'était sur le déclin, c'était vraiment la fin, alors c'est les dernières dynasties. Et donc lui, il est allé sur place, il a posé des questions aux autochtones qui lui ont raconté l'histoire en disant voilà, ça a été fait par Khéops, la Grande Pyramide, Képhren, Mykérinos, mais il y a 2000 ans d'écart. C'est un petit peu, pour faire donner un exemple, c'est comme si maintenant, de nos jours, nous, on se rendrait à Bethléem et qu'on poserait des questions sur la tendre enfance du Christ à l'épicier du coin. Voilà, 2000 ans. On est en 2017, mais la personne va vous répondre ce qu'elle a entendu, mais il n'y a aucune preuve réelle sur. C'est du oui-dire, en fait. C'est du oui-dire. Oui, bien sûr, j'entends bien ici, Freddy, que Hérodote, finalement, a été pris et est pris toujours comme lettre de foi, pour le coup. Et c'est Ah vrai ouais, que… tout à fait. C'est vraiment là. C'est pas le seul. Il y a Hérodote, il y a Strabon, il y a Philon de Byzance. Il y en a. Ils sont une dizaine de Grecs anciens, de philosophes à avoir fait le voyage à l'époque. C'était à la mode. Mais depuis le temps, en fait, il y a quasiment que les récits d'Hérodote qui nous sont parvenus. Les autres, ils sont peut-être dans des vieilles bibliothèques, mais on n'y a pas forcément accès ou elles sont pas connues du grand public. Et nos livres d'histoire, en tout cas, sont basés en grande partie sur les livres d'Hérodote. Bien sûr. Donc en fait, voilà, donc la chose, c'est que hormis les récits d'Hérodote, bah, il y a très peu de documents qui nous sont parvenus jusqu'à nos jours, c'est ce que je disais il y a 30 secondes. Et d'après Hérodote, Khéops était considéré comme un pharaon très cruel envers son peuple. L'anecdote, c'est qu'apparemment, il serait même allé jusqu'à prostituer sa fille pour récupérer des fonds pour construire sa pyramide. Alors déjà là, il y a quand même quelque chose d'étrange là-dedans, c'est que les pharaons, à cette époque-là, étaient considérés comme des dieux vivants. Et comment imaginer qu'une personne considérée comme un dieu vivant puisse aller jusqu'à prostituer sa fille pour récupérer des fonds afin de construire sa pyramide? Enfin, c'est quand même énorme. Moi, je n'arrive pas à comprendre le but de ça. Après, ça porte à caution. C'est d'après les récits d'Hérodote. C'est pour ça qu'encore une fois, je dis que tout ce que Hérodote… Alors, c'est marrant parce que dans l'archéologie conventionnelle, il y a tout ce que Hérodote dit, c'est limite à prendre sur parole, mais cette partie-là, oui, mais bon, Hérodote a dit ça, on n'est pas sûr. Déjà là, il y a quand même, à ce moment-là, on peut douter de tout. C'est soit on doute de rien, soit on doute de tout. Et la seule réelle inscription qui pourrait lier Khéops à la pyramide, c'est une inscription c'est le colonel Howard Wyse qui a découvert ça en 1837.
Et en fait, c'est donc quand on regarde la pyramide, bon, je vais faire des gestes pour voilà quoi. Quand on regarde la pyramide, il y a la chambre basse, la chambre haute, et après on a ce qu'on appelle les chambres de décharge. C'est typiquement architectural en fait, ça sert à rien du tout. C'est juste pour éviter que la pyramide s'effondre sur elle-même, apparemment, dans la conception. Et donc le colonel Howard Wyss, lui, il a employé la poudre à canon. Il a complètement creusé à l'intérieur de la pyramide pour pouvoir accéder à ces chambres dites de décharge. Et c'est comme si, de nos jours, on casserait le plafond d'une chambre pour accéder à la sous-toiture, en fait. Voilà, quoi, sous la charpente, là où il y a les laines de verre, tout ça. Et en fait, là, il y a plusieurs blocs qui sont gravés, peints en rouge, avec des cartouches qui mentionnent le nom de Khéops. Mais encore une fois, la question, c'est pourquoi uniquement à cet endroit-là, dans les sous-bassements, enfin dans le grenier, en gros, alors que, je sais pas, moi, enfin, si on réfléchit bien, un pharaon qui décide de se faire un tombeau, qui a régné 20 ans sur un peuple en tant qu'être demi-dieu, mais théoriquement, il écrit son nom partout. On a retrouvé la sépulture intacte de Toutankhamon dans la vallée des rois. Là, c'est plus des pyramides, c'est à même la, c'est des voilà, c'est des tombes qui ont été creusées à même la roche. Il y a des hiéroglyphes partout qui relatent la vie du personnage, qu'est-ce qu'il a fait. Oui, j'allais dire tout ce qui entoure, excuse-moi Freddy, tout ce qui entoure une divinité, je dirais classique de l'époque, c'est ça, hein? C'était voilà quoi, ils étaient considérés comme des dieux vivants, mais c'était pas des vraies divinités. Mais là, ces trois pyramides-là, bon, Khéops en particulier, mais les autres aussi, il n'y a aucune inscription, il n'y a aucun hiéroglyphe, il n'y a pas de bas-relief, il n'y a pas de décor, il n'y a rien du tout. C'est quand même étrange. Il n'y a pas ICJ, RIP. Non, c'est vraiment voilà quoi. Donc en fait c'est une personne. Donc Khéops, il a régné 20 ans. D'après l'archéologie, l'histoire officielle, il a régné 20 ans. Et en fait, dès qu'il a été élu, enfin dès qu'il est devenu pharaon, bah, tout de suite, sa première idée, ça a été de construire son futur tombeau. Et selon l'archéologie conventionnelle, il aurait fallu donc 20 ans. Il y a eu plus de 20 000 ouvriers qui auraient travaillé constamment sur place pour ériger ce tombeau. Mais jamais à un moment donné, il a dit voilà, il faut mettre en gros mon nom en haut. Non, c'est voilà, en gros, il va se faire enterrer là, mais il fallait pas que ça se sache. Donc oui, Freddy, étonnant. Et c'est vrai que là encore, je dirais, il y a encore une autre pièce maîtresse qui pourrait aussi abonder dans une théorie finalement qui n'en est pas une, puisque tu apportes quand même, je dirais, quelques preuves, quelques recherches concrètes, pardon. Et c'est vrai que on pourrait voir ici aussi, et c'est ce que tu m'avais dit, c'est par rapport au temple d'Osiris, c'est ça, hein, et une fameuse statue de Khéops on l'a remis en fait dans cette statue, on l'a trouvée dans le temple. Alors en fait, donc hormis c'est l'une des seules inscriptions peintes en rouge à même la pierre dans les chambres de décharge retrouvées par Howard Wyss, on a retrouvé une statuette en ivoire d'une dizaine de centimètres de hauteur à l'effigie de Khéops. Mais par contre, elle a été retrouvée donc dans le temple d'Osiris à Abydos. Mais ce temple-là est situé à 515 km de la pyramide de Khéops. Et donc voilà, par des enchevêtrements, on a dit voilà, donc on a retrouvé une statuette là-bas qui désigne Khéops. Il est marqué Khéops dans les chambres de décharge de la pyramide. Donc en gros, c'est Khéops qui a construit la pyramide. Bien sûr, Freddy, c'est étonnant, c'est vrai, et tu fais bien de le souligner. Quand même, donc dans ce que tu nous dis et ce que tu nous exposes ici, pardon, tu nous dis bien que on a été chercher quand même une statuette pour la ramener dans la pyramide. Elle n'a pas été ramenée dans la pyramide, mais le fait de retrouver un cartouche, donc le cartouche, c'est des hiéroglyphes et en fait, c'est une espèce de parenthèse dans lequel est écrit le nom d'une divinité, d'un pharaon, d'un prêtre très connu, n'importe. Et donc, on a retrouvé cette petite statue à l'effigie de Khéops à 515 km de là. De l'autre côté, Flinders Petrie avait retrouvé, donc c'est Flinders Petrie qui a retrouvé la statuette en 1903
1903, c'est récent quand même. Et Howard Wyss, lui, en 1837, a découvert le cartouche dans les chambres de décharge. Donc voilà quoi. Donc deux corrélations, deux cartouches écrits pareil, c'est Khéops. Voilà, c'est Khéops pour, comment je dirais là, pour la. Ça suffit comme preuve pour l'archéologie conventionnelle. Et, de là, voilà quoi. Oui, donc on a le droit de se poser des questions ici, hein, évidemment, Freddy. Tout à fait, bah, des questions, oui, mais c'est pas seulement sur Khéops, en fait, c'est la même chose pour les deux autres pyramides. Il n'y a aucune inscription. Bien sûr, ben, j'allais dire. Il n'y a aucune gravure, il y a rien, il n'y a pas un hiéroglyphe formel. On n'a jamais retrouvé, encore là aussi, la question c'est, on n'a jamais retrouvé une momie dans les trois pyramides de Gizeh. C'est censé être des tombeaux, il y a des sarcophages. Dans la pyramide de Khéops, il y a un sarcophage en grès massif, voilà quoi. Il est là, mais il n'y a plus le couvercle et on n'a jamais rien trouvé. L'archéologie conventionnelle dit oui, il y a eu du pillage. Et du pillage, ils ont tout pris. Ils ont pris les bijoux, l'or, les reliquats, le squelette, ils ont tout remarqué. Mais il n'y a aucune preuve. C'est encore une fois, c'est du oui-dire. On ne peut que croire sur parole ce qu'ils disent, mais il n'y a aucune preuve officielle. Donc, Freddy, tu vas nous exposer la suite, je dirais, de ce qui t'a permis de remettre en doute d'ailleurs ces trois pyramides. Et pour ce faire, tu vas nous parler ici donc de la deuxième, de Képhren. Est-ce que tout d'abord je le prononce bien? On dit Képhren, c'est ça, Freddy? Képhren ou Khafré, dans la langue natale, c'est le fils de Khéops. Donc on lui attribue 20 ans de règne aux alentours de 2518, 2520 à 2490, 2500. Ça reste vague. Alors pour lui, on en sait encore moins. C'est-à-dire qu'il y a, bon, encore une fois, pareil, comme pour son père, il y a aucune inscription, il n'y a aucun hiéroglyphe taillé à même la pierre, dans le sens propre du terme, sur la pyramide. On n'a pas retrouvé sa momie non plus. On a retrouvé un sarcophage vide, mais voilà, c'est encore une fois un coup des pillards. Mais on n'en sait pas plus. Et là, par contre, pour lui, donc on a retrouvé juste une statuette en diorite. Au fond d'appui, la statuette, elle a été découverte par Auguste Mariette en 1960. Encore une fois, c'est très récent comparé à l'époque officielle. Dans le temple bas. Alors, le temple bas, c'est un temple qui fait face à la pyramide donc de Képhren. Donc voilà, on a découvert il y a un temple, une statuette en face d'une pyramide. Pareil, on dit c'est Képhren, mais sans preuve absolue. Oui, c'est extrêmement étonnant, Freddy. Et c'est vrai que là, j'allais dire, et évidemment, tu viens d'exposer, mais vraiment, je dirais le même procédé que pour la première avec Khéops, pour le coup. C'est ça, c'est du oui-dire. C'est du oui-dire, c'est de la présomption. Après, il faut remettre les choses dans le contexte. Nos livres d'histoire ont été écrits il y a quand même pas mal d'années, donc basés sur les récits d'Hérodote. Et puis, il n'y a pas de mise à jour de fait. Il y a quasiment pas de mise à jour. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai une nièce qui est en troisième. Et il y a encore 2 ans de ça, quand elle était en cinquième, elle me disait ouais tonton, on est en train d'apprendre l'Égypte, et dans ses livres d'histoire, il était encore écrit que les pyramides avaient été construites par des esclaves. Pourtant, ça de nos jours, ça a complètement été réfuté et remis en cause, et la théorie officielle de l'archéologie maintenant tend plus à dire que c'était les Égyptiens pendant les crues du Nil qui ne pouvaient plus exploiter leurs champs, monter sur le plateau de Gizeh pour donner un coup de main à la construction des pyramides. Donc, encore une fois, bon, on n'en sait rien, mais c'est déjà plus tangible de penser ça que d'imaginer des personnes pendant 20 ans construire une pyramide pour un dieu pharaon, et puis bon, le dieu pharaon décède, c'est son remplaçant, c'est son fils qui prend sa place, et puis on est reparti pour 20 ans de construction. Donc en gros, voilà quoi. Officiellement, dans les livres d'histoire, il est écrit que ce sont des esclaves qui ont construit les pyramides. Pourtant, de nos jours, on sait que c'est pas vrai. Et ça a toujours pas été mis à jour. Et c'est ça, en fait, le problème. On peut imaginer plein de théories, on peut s'imaginer plein de choses. Il y a plein d'explications possibles, à prendre ou à laisser. Mais par contre, on ouvre un livre d'histoire, et là, on se rend compte que ce qu'il est écrit dedans, mais c'est à 10 000 lieues de ce qu'on sait de nos jours.
Et je pense qu'il y a quand même une grosse mise à jour à faire à un moment donné, quoi. Tout au moins pour rendre une partie de la vérité. Parce que là, après, sinon, ça part dans tous les sens, quoi. Bien sûr, et c'est vrai que j'allais dire, l'histoire finalement se répète quelque part dans un certain sens, mais honnêtement, et pour aller un petit peu plus loin dans ce que tu dis finalement, Freddy, qu'est-ce que tu en penses toi personnellement justement à ce titre sur, et là on n'en parle pas non plus d'ailleurs, sur les reines, donc les pharaons noirs. Tu vois ce que je veux dire, Freddy? Donc toute cette dynastie antérieure justement à ces trois pyramides, c'est ça, hein? Alors, c'est pas antérieur parce qu'en fait, des pyramides, il n'y en a pas qu'en Égypte. Il y en a partout. Alors, en Égypte, il y en a. Alors, je vais peut-être dire une bêtise. Désolé si je me trompe de chiffre, mais je pense qu'il y a 70 pyramides en Égypte, il me semble, de mémoire comme ça, mais le chiffre est incertain. Mais en tout cas, voilà, il n'y en a pas que trois, les plus connus. Mais par contre, il n'y en a pas qu'en Égypte. Il y en a aussi en Nubie. Et elles sont plus anciennes. Les pyramides nubiennes sont plus anciennes que les pyramides d'Égypte. Et effectivement, les pharaons noirs, mais c'est limite, pour moi, ça serait limite logique en partant du principe que c'est quand même c'est l'Afrique. C'est sûr qu'on dirait des pharaons blancs avec une longue barbe blanche, des cheveux blancs, tout ça. Non, ça collerait pas du tout. Mais oui, enfin, pour moi, ça me choque pas plus que ça. Et effectivement, oui, je pense qu'il y a eu des pharaons. Il faut les voir d'ailleurs. J'invite les internautes à se renseigner sur les pyramides de Nubie. Et elles sont beaucoup plus pointues. Elles sont beaucoup plus. Voilà, quoi, c'est pas les pyramides d'Égypte non plus, mais il y en a toute une flopée. Il y en a même plus. Et c'est un sujet aussi intéressant. Donc Freddy, nous allons attaquer, je dirais, la dernière partie du plateau de Gizeh, c'est-à-dire effectivement la pyramide du petit-fils de Khéops, c'est-à-dire celle de Mykérinos. C'est ça, le petit-fils de Khéops, le fils de Képhren, qui aurait régné 18 ans, un petit peu moins que son père et son grand-père, aux alentours de 2490, 2470 avant Jésus-Christ. Donc là, on n'a pas retrouvé de statuette de lui, il y a pas pareil, pas d'hiéroglyphe dans la pyramide, pas de tombeau, de sarcophage avec une momie non plus. Hérodote le décrit comme un roi libéral, soucieux d'équité, qui aurait lui-même pris la décision de construire une pyramide un petit peu plus petite que son père et son grand-père. Mais bon, ça reste peu vérifiable, on n'en sait pas grand-chose. Oui, donc finalement, là, j'allais dire encore plus, plus spécial que les deux premières, puisque là, aucune statue, absolument rien du tout, et là, une étiquette allouée pour le coup. Hein. Vraiment, hein. C'est ça en fait. Voilà. Là, par contre, dans toutes les recherches que j'ai faites, j'ai pas spécialement trouvé de preuves officielles qui pourraient officiellement vraiment dire oui, c'est lui qui a construit la pyramide. Non, ça reste basé encore une fois sur les récits d'Hérodote. Oui, puis surtout aussi en même temps sur les deux premières hein, avec les statues pour le coup, c'est ça. Hein. C'est ça, ouais, c'est la lignée en fait. Hein, c'est une dynastie. Voilà, les dynasties égyptiennes. Hein, donc c'est le père, le grand-père, le fils, et le petit-fils, et puis donc c'est une suite logique dans la généalogie et dans l'archéologie, mais il y a pas de preuve tangible. Encore une fois, on n'en sait rien. C'est voilà, pourquoi pas? Why not? Why not? Donc finalement, je dirais la science actuelle nous dit, et là tu viens de nous apporter quand même quelques éléments, nous dit finalement, on doit se baser sur les récits d'Hérodote. Point En fait, barre. bah, alors c'est pas il faut se baser sur les récits d'Hérodote parce que même de nos jours il y a peu de gens qui sont au courant que nos livres d'histoire justement sont basés sur les récits d'Hérodote. C'est-à-dire que pour ceux qui ont des enfants qui rentrent en sixième, en cinquième, on leur apprend tout le temps la même histoire dans leurs livres et c'est tout le temps la même chose. C'est les pyramides, elles ont été construites par Khéops, Képhren, Mykérinos. Alors, le pire, c'est que il n'y a même pas de correction de fait dans le texte. Les livres modernes d'histoire que nos enfants étudient
c'est tout juste, il est encore écrit que ce sont des esclaves qui ont construit les pyramides. Pourtant, c'est un fait qui a été démonté depuis longue date, et c'est pas les esclaves, quoi. On sait maintenant de nos jours qu'apparemment, tout le temps par rapport. Donc, si on en croit à l'archéologie conventionnelle, ce serait plutôt le peuple égyptien qui, pendant les crues du Nil, ne pouvant cultiver leurs terres, remontait sur le plateau et donnait un coup de main à la construction des tombeaux de leurs pharaons. Bien sûr. Et bah oui, en fait, c'est la suite logique de ce que tu nous as dit tout à l'heure, Freddy. Et finalement, j'allais dire, donc, pour toi, pourquoi avoir, je dirais, entre guillemets, toujours là encore, travesti cette réalité? Pourquoi avoir alloué justement, parce que je pense que ces gens qui, comme tu dis, Hérodote, on se base sur ses écrits, hein, c'est vrai. Pourquoi avoir travesti et avoir alloué des étiquettes à ces trois pyramides, finalement, comme tu viens de nous le démontrer ici, qui ne sont pas forcément celles qu'on croit? Pourquoi? Alors, c'est la question, hein, finalement, Freddy. Parce que bon, bah, les dynasties égyptiennes se sont éteintes depuis longtemps. Donc, de nos jours, on n'a plus moyen de discuter avec ces peuples-là parce que ça a changé, quoi. Et effectivement, donc les dernières personnes à avoir visité l'Égypte au moment où il y existait encore des dynasties, ben, c'est comme je disais tantôt, c'est les philosophes grecs. Et donc on se base sur eux. Alors depuis, bien sûr, l'archéologie a évolué, on a fait des fouilles, on a fait des découvertes, mais on n'a jamais réellement découvert de preuves formelles qui attestent réellement que ce soit bien eux qui soient à l'origine de la construction. Ça peut être tout aussi les pyramides, elles peuvent être beaucoup plus anciennes que ça, on n'en sait rien. Elles auraient pu être construites beaucoup plus tôt dans le temps, et simplement, les pharaons auraient très bien pu les réemployer. C'est un peu comme, pour faire encore une fois une parenthèse, il y a la Maison Blanche en Amérique. Il y a plusieurs présidents américains qui ont, donc à chaque président, ils investissent la Maison Blanche. Il y en a plusieurs qui ont fait des travaux pour agrandir, pour améliorer, pour faire, enfin voilà, pour changer l'architecture du monument en lui-même. Mais c'est pas eux qui l'ont fait construire. Bien sûr, mais alors je pourrais même rebondir sur ce que tu dis, Freddy, en te disant que, te citer encore un exemple, je dirais, alors contemporain ou pas, c'est encore un débat de chiffres, hein, on n'est pas là pour ça, hein, Freddy, au contraire, mais c'est vrai que je te dirais que par rapport aux Incas, Teotihuacan, hein, si je le prononce bien, donc la cité des dieux, c'est pareil. Quand ils sont arrivés, elle était déjà construite, et ça, on le retrouve, hein, de toute façon, avec les Incas. C'est pareil. Enfin, alors, alors, des pyramides, oui, il y en a en Égypte, il y en a en Nubie, comme on disait tout à l'heure avec les pharaons noirs. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que on en retrouve partout. C'est-à-dire qu'il y en a en Chine, il y a les pyramides de Xi'an en Chine. Il y en a au Pérou, au Mexique. Et elles sont toutes datées de périodes complètement différentes, qui ont été censées être construites par donc à des époques différentes et par des peuples qui n'ont eu aucun lien entre eux, mais elles ont toutes des points communs dans leur architecture. Aussi bien dans l'implantation au sol que dans le but. Alors les pyramides péruviennes, Incas, c'est pas des tombeaux, c'est plutôt des observatoires. Et c'est limite plus logique d'imaginer ça que de considérer une pyramide comme un tombeau. Parce que, encore une fois, si on en revient de nos jours, nous, à notre façon de vivre actuellement, quand on fait un tombeau, ben on écrit noir sur blanc le nom de la personne défunte qui se fait inhumer dans cet endroit. Or, pour ces trois pyramides de Gizeh, ben non. Voilà, quoi. Il y a rien, il n'y a pas un nom, il n'y a pas ICJ, il y a rien du tout. C'est vraiment trois monuments. Donc pour moi, c'est plutôt, je pense, alors c'est une idée personnelle qui n'engage que moi, mais je pense plutôt que c'est du réemploi. Je suis même pas sûr que ce soit eux qui les ont construits. Ils ont plutôt investi les lieux et puis ils se sont dit tiens, c'est sympa l'endroit. Le Sphinx, c'est pareil, parce qu'il n'y a pas que les pyramides, il y a le Sphinx qui est en face. Alors lui, si c'est pareil, pour le peu qu'on cherche un peu,
y a quand même pas mal de théories, et c'est pas que des théories, parce qu'il y a des travaux de géologie qui ont été menés sur le terrain par rapport à l'érosion, et qui dateraient le Sphinx beaucoup plus antérieur. Alors le Sphinx, pour en revenir aux pyramides, je fais un peu vite dans la description, le Sphinx, apparemment, ça serait peut-être Képhren. D'après l'archéologie, ça serait Képhren qui aurait fait construire le Sphinx. Oui, donc en deuxième partie pour le coup. Parce que voilà, c'est ça en fait, ça serait Képhren, mais c'est pareil, c'est pas vérifiable du tout. Et par rapport à la géologie du terrain, il paraît beaucoup plus ancien, notamment par rapport aussi justement à l'astronomie, parce qu'il est quand même, il y a des orientations astronomiques très spéciales en rapport avec la précision des équinoxes. Et si vraiment on observe le ciel et qu'on essaye de trouver des corrélations, donc là c'est plutôt les travaux de Robert Bauval, tout nous mène aux alentours de 10-11 000 ans avant Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec les 2500 ans officiels attribués par l'archéologie. Et parallèlement à ça, on fait des découvertes. Et là, je citerai quelqu'un que je suppose que tu connais, c'est Bleuette Dio. Oui, oui, voilà, j'ai la chance que cette femme fait partie de mes amis, c'est vrai. Oui, non, mais voilà, je pense que dans un peu tous les chercheurs de vérité, on la connaît de près ou de loin. Et c'est vrai qu'elle s'est beaucoup intéressée au site de Göbekli Tepe. Et c'est un site qui est aussi daté justement de 12 000 ans avant Jésus-Christ. Comme quoi que, encore une fois, dans le livre d'histoire, on nous dit l'histoire commence à Sumer, 5000 ans avant Jésus-Christ, avec des civilisations sédentaires qui créent l'agriculture et qui élèvent des animaux. En fait, quand on se rend compte que déjà, 12 000 ans avant Jésus-Christ, des personnes créaient des temples et travaillaient la pierre, on ne sait pas trop comment. C'est là où il y a vraiment de quoi se poser des questions. Et c'est vrai que toutes ces théories-là, il y en a plein, il y en a à prendre, il y en a à jeter, je suis sûr certain. Mais les sources, les points communs, en fait, il faut trouver un dénominateur. C'est ce que je m'attache à faire, c'est trouver un dénominateur commun entre toutes les théories. Voilà. Parce que les théories, il peut en avoir plein. Mais à partir du moment où elles se croisent, elles s'entrecroisent toutes, à un moment donné, il y a forcément une part de vérité. C'est un peu comme les mythes. On dit, voilà, un mythe, c'est une histoire, mais c'est une histoire qui part de quelque chose de vrai au départ. Alors après, il y a la mythologie, il y a l'histoire, c'est modifié, mais il y a tout le temps une petite part de vérité. Et quand on s'intéresse à la civilisation sumérienne, égyptienne, Inca, Göbekli Tepe, on se rend compte qu'effectivement, il y a des points communs et tout se croise à cette période de 11 500 avant Jésus-Christ. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant parce qu'on se dit, ouais, quand même, ça fait reculer la chronologie de notre histoire de quelques milliers d'années. Bien sûr, Freddy. Et c'est vrai que, donc, du coup, je terminerai avec ça, avec toi, je pense, en disant que, évidemment, que le doute nous est permis, cher ami. Donc, nous arrivons au terme de cette émission, Freddy, qui t'a été évidemment consacrée et pour cause. Et avant de terminer cette émission, justement, j'aimerais terminer avec un excellent ouvrage de mon amie Véronique de Kermambat, qui a écrit Les secrets des souterrains en armorique et dans le monde. Voilà. Et j'aimerais aussi effectivement en profiter pour te remercier pour cette émission et avoir bien voulu, je dirais, exposer une petite partie de tes travaux. Et donc, merci Freddy. C'est moi qui te remercie, José, de m'avoir permis de m'exprimer sur ton émission. Tout simplement. Bon, merci Freddy. Et donc, j'espère, et si tu le veux, pour une prochaine porte qui te sera encore éventuellement dédiée dans la suite et la continuité de tes travaux. Pourquoi pas. Merci Freddy. À bientôt. À bientôt.